Bonsoir mesdames et messieurs. Nouveau et dernier plateau spécial de votre série FESPACO Show consacré à la Biennale du cinéma africain. Depuis une semaine maintenant, et pour faire vivre autrement la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui aurait dû se tenir du 27 février au 6 mars 2021, mais qui a été reporté en raison de la pandémie de la Covid-19, nous vous avons proposé chaque jour des regards pluriels sur différentes facettes de notre cinéma. Aujourd'hui, dernier jour de ce festival, enfin, dernier jour de festival, c'est le temps des récompenses, des prix, des honneurs, occasion propice pour revisiter le palmarès du FESPACO afin de redécouvrir les cinéastes, les réalisateurs africains qui ont au moins une fois brandi les talons d'or de Yenenga. Une balade que je vous propose avec trois invités de choix. Apolline Oye Traoré, réalisatrice, productrice, directrice de Les Films Selmon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Stanislas Médard, réalisateur, enseignant-chercheur, ancien secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Serge. Philippe Savadogo, journaliste, ancien délégué général du FESPACO. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. À nouveau, bienvenue à tous. Nous parlons FESPACO et faut-il le souligner, il s'agit de la plus grande manifestation cinématographique du continent africain. 50 années d'existence, 26 éditions, 24 lauréats de l'étalon d'or de Yenenga, étalon d'abord, puis étalon d'or, dont deux réalisateurs burkinabés, feu Idrissa Ouedraogo en 1991 avec Tilaï et Gaston Kabouré en 1997 avec Boudiam. Au total, le festival a ainsi couronné 24 réalisateurs de sa marque la plus prestigieuse, du Nigérien Umaru Ganda en 1972 avec son film L'Oiseau polygame, au Rwandais Joël Karekezi en 2019 avec The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle. Avant d'en venir, un tout petit mot sur le report de cette 27e édition du FESPACO. Pour vous, était-ce utile et nécessaire, Apolline Traoré? Oui, bien sûr, je pense qu'il était utile et nécessaire parce que je pense que la première des choses, c'est de penser à la sécurité du peuple, la sécurité aussi des invités. On n'a pas vraiment un grand contrôle de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc, c'est vrai que c'est un pincement au cœur pour nous qui sommes au cœur de ce festival tout le temps. C'est un pincement au cœur qu'on ne l'a pas cette année, en tout cas en mars, comme d'habitude. Mais en même temps, ça se comprend parfaitement. Il faut d'abord penser santé avant de penser festif. Alors, le délégué général du FESPACO promet que le festival aura lieu cette année. Toute l'équipe travaille pour. Vous venez juste de présenter votre dernier film, Witba, une femme leader. Est-ce un film qui était inscrit ou censé être inscrit pour cette compétition-là? Non, parce que d'abord, c'est un film docu-fiction. Et je viens de le terminer. Je l'ai même terminé hier avant de le projeter. Donc, il n'était pas prévu il n'était pas prévu pour cette édition. Il n'était pas prévu pour cette édition. Parce que c'est un film, je dis, c'est ma première fois que je fais un documentaire. J'étais assez nerveuse parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais Dieu merci, ça a été très, très bien reçu. Mais c'était vraiment à l'occasion du 8 mars. C'était un film que je voulais présenter pour valoriser les femmes, qui ont marqué ce pays depuis la princesse Yenenga jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi une façon de célébrer le 8 mars avec les femmes du Burkina. On aura sans doute le temps d'en reparler, mais avant d'y revenir, Philippe Savadogo, actuellement président de l'ONG Dialogue sans frontières, qui s'investit avec pertinence sur le terrain du dialogue pour la paix entre les peuples et du dialogue interreligieux. Eh bien, Philippe Savadogo a connu une carrière diplomatique et gouvernementale plutôt riche, représentant en permanent de l'Organisation internationale de la francophonie à New York entre 2012 et 2014, ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République française, de l'Espagne, du Portugal, du Vatican, de Tunisie, de l'UNESCO et de Malte, de septembre 1996 à août 2007, ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2007 à 2011. Mais surtout, Philippe Savadogo, vous avez piloté de 1984 à 1996 rien moins que 6 éditions du FESPACO en tant que délégué général de cette biennale. Alors, pour vous, ce report était nécessaire? Eh bien, à l'impossible, nul n'est tenu. Et
dans l'histoire également du FESPACO, il y a des impératifs obligatoires qui peuvent intervenir, comme en 1974-75, qui a amené le FESPACO à se tenir. À partir de 1976, après ça s'est stabilisé. Et je crois que la raison de cette année est une raison qui nous impose la sagesse. Dans tous les cas, touchons du bois, puisqu'il y a de l'espoir. Nous pensons que les choses vont rentrer dans l'ordre et c'est le plus important. Nous pensons que les choses vont rentrer dans l'ordre et c'est le plus important. Vous dites la même chose, Stanislas Méda? Oui, la question de santé est primordiale pour un pays et pour un peuple. C'est d'abord à partir de la santé que l'on peut se déterminer sur les autres actes à poser. Effectivement, avec cette maladie qui traumatise le monde entier, nous espérons que très rapidement, on va pouvoir retrouver pour le monde entier la santé et que le festival pourra se tenir comme nous l'aurions souhaité. Et le festival va pouvoir se tenir probablement cette année, mais de toute façon, on regarde ce qui sera décidé par la suite. Vous connaissez bien le FESPACO, vous aussi, Stanislas Méda, pour avoir présidé de 1999 pour avoir présidé précédemment donc, son conseil d'administration. Ancien secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Stanislas Méda a par ailleurs présidé le comité national d'organisation des 22e et 25e éditions de cette biennale, respectivement en 2011 et en 2017. De plus, il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'université Bordeaux 3 sur le film africain face à la compétition, analyse des grands prix et talons de Yenega de 1972 à 2005. Thèse brillamment soutenue et sanctionnée par la mention très honorable avec les félicitations du jury. En deux mots, Stanislas Méda, que peut-on dire de ces récompenses introduites donc à partir de 1972? Quel effet ont-elles eu sur le festival? Alors, si l'on prend l'ensemble des prix qui ont été attribués aux cinéastes, on peut dire que ça a permis déjà à l'institution elle-même de grandir, parce qu'à partir de Oumarou Ganda, donc jusqu'en 1972, jusqu'en 2005, c'était l'étude que j'avais dû faire. On peut dire que le FESPACO a grandi à travers les différentes, les différentes distinctions qui ont été attribuées, oui. Mais aussi il y a une sorte d'aura qui a été celle donc, du pays en tant que Burkina Faso. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du FESPACO sans parler du Burkina Faso. On ne parlera pas du Burkina Faso sans parler du FESPACO. Et d'aucuns caractérisent le Burkina Faso comme étant la capitale du cinéma africain. Je pense que c'est l'ensemble donc, de toutes ces récompenses qui sont allées à travers le monde. Et vous savez que le plus grand plaisir pour un réalisateur, c'est de brandir l'étalon de Yenenga, et avec juste le président du Faso ou le président de la République en son temps. Donc c'est une véritable communication pour un pays. On peut aussi dire pour l'ensemble des réalisateurs. On voit un peu qu'au niveau du Burkina, c'est vrai que le Burkina a abrité pendant un bout de temps, de le 76 à 86, une des plus grandes écoles du cinéma d'INAFEC, et qui aujourd'hui a été remplacée par l'Institut supérieur de l'image et du son. Je crois que tout ça, ça permet donc de valoriser non seulement le cinéma africain, mais d'insérer le cinéma africain dans l'ensemble de la cinématographie mondiale. Je pense que le FESPACO y est pour quelque chose et ces prix ont été dans ce sens-là, d'autant plus que la crédibilité des prix n'ont pas été remis en cause par qui que ce soit. Alors ces prix, c'est la plus prestigieuse des récompenses, d'abord pour le FESPACO, mais sur le plan africain. Gagner les talons d'or de Yenega, c'est effectivement entrer dans la cour des grands, si j'ose m'exprimer ainsi. 1972, c'était donc Oumarou Ganda du Niger avec le Oiseau polygame. Oumarou Ganda n'est plus, paix à son âme. Ensuite, il y a eu Souheil Ben Barka du Maroc avec les 1001 mains
Puis en 1976, Dikongé Pipa du Cameroun a remporté cet étalon avec Munamoto, l'enfant de l'autre. En 1979, Souleymane Cissé du Mali était présent avec Bara, puis en 81, Kramo Lanciné Fadiga de Côte d'Ivoire qui a eu le trophée avec Djeli. 1983, Souleymane Cissé du Mali avec Figné. Et puis, ça fait quand même une variété donc, de réalisateurs sur le continent qui ont pu remporter le trophée. Je donnais d'abord les six premiers lauréats de ce trophée. Sur notre plateau aujourd'hui, nous avons donc Apolline Traoré, réalisatrice et productrice burkinabé, patronne de les films Selmon, qui met un accent particulier sur la voix de la femme africaine. Elle est d'ailleurs distinguée de la médaille pour le combat des femmes dans le cinéma au Festival du Luxor et est nommée ambassadrice du Musée national du Burkina Faso. Avec 22 années de travail acharné et d'expériences diverses, Apolline Traoré et les films Selmon présentent une filmographie impressionnante avec des séries, des courts et des longs métrages à succès. Côté série, on peut citer Monia et Rama et Les hommes et les femmes, Le Testament. Sur le registre des longs métrages, on note Sous la clarté de la lune en 2004, Moi Zafira en 2013, Frontières en 2017, D'errance en 2019 et tout dernièrement, Witba, une femme leader, qui vient donc tout juste de sortir. Alors, Apolline Traoré, 3 fois dans la compétition long métrage au FESPACO, de nombreux prix, mais les talons d'or de Yenega se fait toujours désirer. Bah oui, il se fait toujours désirer, mais en même temps... Vous n'avez pas su lui faire la cour, on dirait. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense que pour tout réalisateur qui aime son métier, le premier souhait d'un créateur, c'est que le film soit vu et qu'il soit apprécié. Maintenant, vous savez, les festivals, il y a un jury, c'est une sensibilité de 6 personnes ou de 7 personnes qui jugent votre travail. Et on accepte avec grandeur leurs décisions. Mais en sachant que, en priant en tout cas et en se battant pour que ce film traverse les frontières, que ce film voyage et que ce film soit vu dans le monde entier. Je pense que les talents, en tant que Burkinabé, pour moi, c'est juste une cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas une fin en soi. Si ça arrive un jour, ça arrivera. Si ça arrivera. C'est sûr que ça mais arrivera. Si ça n'arrive pas non plus, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui freine mon combat, c'est pas ça qui freine mon succès au niveau même national par rapport à la population qui adore ce que je fais, qui me soutient aussi par rapport aussi aux prix, aux nombreux prix et à la popularité de mon cinéma à l'extérieur. Comme je le dis, c'est pas une fin en soi, c'est une cerise sur le gâteau. Si ça arrive bien, si ça n'arrive pas, ma carrière continuera. Ça viendra, on l'attend cette cerise, elle viendra puisqu'on attend les talons au Burkina depuis trop longtemps maintenant. Pas encore les talons d'or de Yenega pour Apolline Traoré, mais des films qui raflent des prix à tout va dans de nombreux autres festivals et toujours au-delà de Apolline Traoré. Pas une seule femme encore africaine sur le toit du cinéma de notre continent, sur les 24 lauréats de la compétition Stanislas Meda. Oui, on peut dire que je pense que Apolline a campé le terrain. Et le problème n'est pas forcément d'avoir les talents de Yenega. Vous savez très bien qu'au-delà des talents de Yenega, il y a de multiples prix et autres qui sont donnés. Et que ce soit dans le domaine de la technique, que ce soit dans le domaine artistique, notamment les comédiens. Tout de même, les talents d'or de Yenega, c'est le nec le plus ultra. Soit. C'est le Graal. Oui, soit. Mais je crois que c'est davantage la qualité du travail que chacun apporte qui fait que les talents de Yenega est celui que l'on attribue à une personne. Mais quand on attribue les talents de Yenega à un réalisateur, c'est aussi à toute une équipe qu'on attribue ce talent. Et dans cette équipe, il y a des femmes, il y a des hommes, et puis je pense que c'est une récompense à l'ensemble de ces personnes qui travaillent. Donc il faut plus voir les talents de Yenega comme une récompense collective. Comme par exemple au football, quand vous prenez le football, ce n'est pas parce qu'un tel a marqué un but, il a fallu des passeurs pour que cette personne l'attaquant puisse marquer le but. Une récompense pour toute une équipe, mais une récompense pour tout un pays aussi, mais une récompense qui valorise extrêmement le réalisateur, Philippe Savadougou. Eh bien, moi, je suis vraiment enchanté de la démarche intellectuelle d'Apolline qui dit que
le FESPACO est un cadre non seulement de lisibilité, de découverte et de mise en jambe pour la planète. À partir de là, on peut se rendre compte que Sambène Ousmane, l'aîné des anciens, n'a jamais été lauréat, mais ce qu'il a fait, les œuvres, l'appréciation reste. Et je crois aussi qu'Apolline, qui est encore jeune, a de beaux jours de réalisatrice, de productrice devant elle. Et c'est ça qui m'impressionne parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Enfin, l'étalon de Yenenga, certes, arrive. Quelquefois, on dit, mais le Burkina n'a eu que 2 étalons. On oublie que l'Afrique, c'est 54 pays. On oublie aussi que le cinéma évolue. Et on oublie enfin que le tissu professionnel qui a été élargi à l'audiovisuel et à l'Internet, à la production télé, et quelque part vient du FESPACO. Et nous sommes fiers de dire que les professionnels, les techniciens burkinabés sont recherchés. Tout comme ce qu'Apolline venait de souligner, elle est le porte-flambeau aujourd'hui du cinéma africain et de la réalisatrice africaine. Et de ce point de vue, il y a des motifs de satisfaction et je tiens à l'en féliciter. Des motifs de satisfaction, on félicite Apolline Traoré. Entre 1985 et 1995, la période à laquelle vous avez dirigé, pendant laquelle vous avez dirigé donc le festival, Philippe Savadogo, le trophée tant convoité a été tour à tour brandi par Brahim Tsaki de l'Algérie avec Histoire d'une rencontre, c'était en 1985, puis Medwondo de Mauritanie avec Sarah Ounia. Ensuite, Kwa Ansa du Ghana avec Héritage Africa, Idrissa Ouedraogo du Burkina avec Tilay, et Roger Luambala de Côte d'Ivoire, Au nom du Christ en 1993, Cheikh Oumar Sissoko du Mali avec Gimba. Laquelle de ces éditions, ou alors lequel de ces lauréats vous a le plus marqué? Eh bien, il faut d'abord dire que le FESPACO 84, disons 85, était mon premier festival organisé sous la Révolution, avec de nouveaux paradigmes, mais aussi avec une envie farouche de faire du FESPACO le plus grand festival du continent, mais également d'être à l'écoute. Et de ce point de vue, vous avez cité les lauréats comme l'Algérien Brahim Tsaki, Histoire d'une rencontre, mais vous avez aussi cité le Ghanéen Kwa Ansa et d'autres. Je crois que de mon point de vue, les FESPACO se suivaient, ne se ressemblaient pas, parce qu'en 1985, il y avait par exemple 700 lits pour les festivaliers. Quand je quittais, nous étions à 5 000, 6 000 lits. Ça veut dire que le FESPACO a grandi avec sa ville. Le FESPACO a évolué en créant de nouvelles dimensions. Et je ne peux que m'en réjouir parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Burkina est un pays médiatique. Certes, médiatique parce qu'il y a l'ouverture d'esprit, mais médiatique également parce que les Burkinabés sont des hommes fantastiques, des femmes fantastiques qui ont accueilli à bras ouverts des créateurs et qui ne l'ont jamais vu nulle part ailleurs. Cette dimension donc du FESPACO, nous l'avons vécu, nous l'avons ressenti et évidemment la relève est là et on ne peut qu'applaudir des 2 mains. On applaudit des 2 mains. On a beaucoup parlé de Sarah Ounia, de Medwondo, portée d'ailleurs par Aïe Keïta comme actrice principale. Il y a bien évidemment aussi le film de Idrissa Ouedraogo, Tilay, le tout premier étalon de Yenenga pour le Burkina Faso. Cette période concerne aussi la période que vous avez étudiée, Stanislas Meda. Quel regard portez-vous sur les étalons de justement cette période-là? Bien, je crois que quand on prend l'ensemble de cette cinématographie, on peut noter que la première des choses que l'on note, c'est l'évolution donc de la participation
au niveau de la production, en quelque sorte, des films. Vous savez, dès la première période, on note par exemple que ce sont des films qui sont faits parfois avec un réalisateur qui joue en même temps plusieurs rôles. Alors, mais ça continue, ça. Qui joue plusieurs rôles. Et souvent avec des techniciens qui viennent d'ailleurs. Mais à partir d'une certaine période, on note qu'il y a un effort. Vous savez, l'INAFEC aussi a quand même produit des personnes, des techniciens qui sont rentrés dans l'Institut africain d'éducation cinématographique. Donc, qui a permis d'injecter une masse critique de techniciens donc, qui ont pris un peu la relève et qui ont aussi grossi et qui ont permis que les réalisateurs se consacrent davantage à leur travail premier qui est de faire la mise en scène et de travailler à la création véritablement. Je crois que cette période a été fantastique. Un autre aspect que l'on peut noter, c'est la question du financement. Alors, pour la première période que vous avez notée, on constate que c'était le mégotage, comme aimait à le dire Sembène Ousmane. C'est les petits bouts de financement que chacun trouvait pour pouvoir faire son film. Mais à partir de cette période de 85 jusqu'à 91, on note effectivement qu'il y a plusieurs guichets qui se sont mis en place, qui ont contribué à financer le cinéma africain. Donc, ces guichets, que ce soit au niveau de la coopération, des différentes coopérations d'ailleurs, que ce soit françaises et ailleurs, ou des fonds qui sont mis en place donc, pour aider. Après, on va malheureusement assister à la fermeture de ces différents guichets, parce qu'avec l'avènement plus tard et de la libéralisation, et dès 1991, on voit que ça commence à chanceler en fait. Oui. Donc je peux dire que c'est l'art cinématographique a été fortement porté par des bailleurs. Et tant que cela a été possible, ça a permis effectivement que les gens se consacrent à la réflexion artistique. Et depuis que ces questions de financement ont été difficiles, c'est vrai que le Burkina y apporte sa part de contribution, mais il faut noter aussi qu'il y a encore beaucoup à faire. Et donc, on peut aussi dire que c'est pour ces raisons que de plus en plus, on aura plus difficilement des étalons, parce que ce n'est pas forcément l'argent, mais il faut quelque chose à la base pour permettre de créer des films de grande qualité. Alors, Apolline Traoré et Stanislas Medal le disaient tout à l'heure, il y avait des réalisateurs multicasquettes, ça n'a pas changé ça. On a encore des réalisateurs qui sont en même temps producteurs, j'en ai même connu qui sont aussi acteurs ou acteurs principaux si vous voulez. Ça n'a pas changé ou non aujourd'hui? Même si le besoin de professionnalisation des différentes disciplines et de séparation des spécialités existe. Oui, je pense que nous sommes en train de nous battre, en tout cas, pour que ce cinéma au Burkina déjà soit une industrie. Je pense que c'est ça déjà la base, c'est le plus gros problème. Nous ne sommes pas encore une industrie assez structurée. Ça, c'est la première des choses pour moi. Maintenant, vous savez, quand on parle de l'art, c'est la liberté. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire que voilà, je vais faire un film. Ça, c'est déjà impossible. Avec évidemment le boom du numérique, tout le monde s'est senti réalisateur d'une certaine façon parce qu'il pensait que le numérique égale facilité, parce que ça ne demandait pas autant de moyens que l'analogique. Maintenant, quiconque veut se lever pour prendre une caméra et faire un film, il a le droit. Maintenant, je pense que la limite, c'est déjà la permission de donner à cette personne de faire un film professionnel. Oui. Est-ce qu'il a sa carte? Est-ce qu'il a cette permission? Et puis après, le moyen de diffusion. Si on nous restricte, parce que très souvent, on n'a pas de restriction. On prend un film, on l'emmène à la télé, on l'emmène au cinéma, on veut le diffuser, ben, on le prend. Maintenant, si jamais ces diffusions-là, on nous dit, s'il n'y a pas la technique de base, on ne te diffuse pas, ça nous remet en question et on essaie maintenant de s'améliorer. Oui, aujourd'hui, cette jeunesse pense que le numérique est la facilité, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, malheureusement, ça existe toujours. Des actrices qui deviennent réalisateurs du jour au lendemain. Mais
pour moi, en tout cas, c'est de l'art. On ne peut pas les empêcher. Mais quand on rentre dans le professionnalisme, ça devient une autre chose. Il y a une structuration qui doit être faite. Et voilà, c'est nos gouvernements qui doivent plus ou moins, en tout cas, mettre ces structures pour que chacun reste à sa place. Alors, très, très rapidement, normalement, au niveau du FESPACO, quand on sélectionne les films, on regarde un peu à ces aspects techniques, n'est-ce pas? Oui, mais on l'a dit, et la première période du FESPACO, c'était ce qu'on appelait les films faits avec des bouts de ficelle, et le son n'était pas aux normes, l'image, tout un ensemble de difficultés qui ont commencé à être résolues par la formation. On a parlé de l'école de cinéma et on a parlé aussi de la dimension évolutive du FESPACO, parce que nous rentrons maintenant dans la cour des grands. Et vous savez que le FESPACO n'était ouvert qu'aux films africains. Aujourd'hui, il est ouvert à la diaspora. Et je pense qu'on va toujours regarder le FESPACO par le haut. Et comme on l'a dit, on peut respecter toutes les méthodes ou toutes les manières de faire du cinéma. Je pense à Nollywood, le cinéma au Nigeria, qui a un public qui est devenu la deuxième industrie du Nigeria, on pense à d'autres. Donc, de ce point de vue, l'art, de toutes les façons, naît de la contrainte. Et cette dynamique-là, au Burkina, il y aura toujours la dimension professionnelle du festival, la dimension, j'allais dire, compétition et la consommation locale. Et je crois déjà que quand vous voyez un pays comme le Burkina, où on a pratiquement une quinzaine de chaînes de télévision où on a soif d'images et besoin d'images, je pense que l'évolution va se poursuivre et les meilleurs vont rentrer, comme on dit, les premiers. Les meilleurs vont rentrer les premiers, il faut continuer donc de les guider, de les mettre sur les chemins de ces voies techniques. Et c'est un peu ce que vous faites, Stanislas Meda. Vous êtes enseignant, vous enseignez ces techniques-là aux étudiants? Oui, déjà il faut noter que la création même de l'Institut supérieur de l'image et du son avait pour objectif justement de mettre sur le terrain suffisamment de techniciens aguerris et qui prennent aussi en compte non pas juste ce que nous avons connu en son temps avec du matériel, ce que l'on va appeler celluloïde. Avec le numérique qui est arrivé, il fallait qu'on mette à jour donc la connaissance de nos techniciens et qu'on ait un relais en fait, qu'on ait donc un relais. Et je crois que les différentes techniques aujourd'hui sont fortement enseignées et au besoin, je peux dire par exemple qu'au-delà des techniques même, il faut voir comment vendre son film. Je crois qu'il y a d'autres cours qui sont par exemple liés au marketing du film, au marketing du film, à l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, donc qui sont enseignés. La question de la psychologie par rapport de l'acteur pour la scénarisation. Ce sont tous ces éléments-là qui permettent aujourd'hui à des jeunes qui sortent de cette école de pouvoir appréhender véritablement ce métier-là comme étant un véritable métier qui peut, à partir duquel on peut effectivement gagner son pain, mais tout en restant un artiste de haut vol, j'avais dit. Un métier plein, un métier entier qui intègre plusieurs disciplines, donc plusieurs arts. Apolline Traoré, avez-vous regardé certains de ces films qui ont remporté les talons de Yenega dans les années 1980-1990? Oui, bien sûr. Y en a-t-il qui vous ont frappé, marqué, qui vous ont séduit? En fait, je pense que, vous savez, Idrissa Ouedraogo a été d'une certaine manière un mentor pour moi. Et évidemment, comme je n'ai pas vécu très longtemps dans mon pays avant d'arriver, et je venais justement de cette école américaine de cinéma qui était très très rapide, où les choses avançaient très très vite. Et quand je suis rentrée, justement, je tombe sur Yaba. Et c'était en fait pour moi, je pense que c'est le film qui a été un choc culturel, d'une certaine manière pour moi, parce que je voyais un cinéma différent que ce que je connaissais, avec cette lenteur. Et moi, je ne suis pas habituée justement à ce cinéma
poétique, je dirais. Et c'était une découverte pour moi, et c'est comme ça que j'ai pu regarder aussi d'autres cinémas, d'autres films, par exemple Souleymane Cissé, Fien, qui m'a aussi beaucoup marqué. Et c'est vraiment là l'ouverture du cinéma africain que j'ai eu en ce moment-là, et qui m'a plus ou moins ouvert les yeux sur c'était quoi pour moi le cinéma africain que je ne connaissais pas avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des petites critiques en disant que moi, mon cinéma n'est pas très africain, il est un peu plus américanisé. Ouais. Mais je pense que je prends des deux côtés et ça fait moi, voilà. Je prends un peu de cette lenteur poétique et puis après, je prends un peu de ce speed américain et que j'en fais quelque chose qui devient mon cinéma à moi. Une belle synthèse donc, et nous continuons de parler, de célébrer les lauréats de l'Étalon d'or de Yenega. Nous étions en 1995 et il faut savoir que c'est Gaston Kaboré qui a remporté le trophée en 1997 avec Boudiam, ensuite Moïse Ngangoura avec Pièce d'identité, un film qui nous a fait bien marrer mais qui posait des problématiques assez imbriquées culturellement. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. 2001, Nabil Ayouch du Maroc a fait parler l'étalon ou en tout cas la princesse Yenega avec Ali Zawa. 2003, c'était Abderrahmane Sissako de la Mauritanie avec Rema Konon, En attendant le bonheur. Et puis Zola Maseko de l'Afrique du Sud rafle donc le trophée pour la première fois pour l'Afrique du Sud, donc avec Drum. En 2007, Newton Adwaka du Nigeria avec Ezra. On a encore là donc une palette de films et puis au cours de cette période, au cours de la période qu'on vient de citer, l'année 2005 constitue donc une étape et un tournant important pour le festival avec justement des étalons, disons, démultipliés en or, argent et bronze. Parce qu'avant, il y avait que l'étalon de Yenega. C'est à partir de 2005 qu'on a eu donc cette 3 déclinaisons, aussi bien pour les longs métrages que pour les courts métrages. Et il en sera ainsi à partir de 2019, donc dernièrement, avec l'introduction, la toute première fois du genre documentaire dans la compétition. Documentaire dans la compétition. Vous venez de tourner un documentaire, Witba, une femme leader. Alors, ce n'est pas pour la compétition, c'est pour la journée des femmes, mais il y a de quoi faire des documentaires pour gagner les talons d'or de Yenega dans le genre documentaire. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas un film pour un étalon, je ne fais pas un film pour un trophée, je fais un film pour la population, pour partager ce que j'aime faire et ce que je peux faire. Maintenant, je pense que tout créateur le fait pour ça, et puis après, on espère que, voilà, s'il y a un trophée, il y a un trophée. Comme je l'ai dit, on célèbre la journée de la femme, et c'était à cette occasion que je voulais que le film sorte déjà. Après, la carrière du film, je ne sais pas encore. Est-ce que ça va partir au FESPACO plus tard? Est-ce que je n'ai pas encore... je ne sais pas encore ce que je vais encore faire de ce film-là. Mais voilà, c'est un documentaire. C'est ma première fois dans le documentaire. C'est un premier essai. Je pense que ça a été très bien reçu hier à la projection. Et on verra si la qualité de ce documentaire est assez appréciée au FESPACO pour qu'il y passe, mais on verra. On verra bien. De toute façon, tout est ouvert. Philippe Savadogo, tout est ouvert. Comment vous appréciez cette déclinaison à partir de 2005, cette démultiplication en or, argent et bronze? Comme je le dis, les FESPACO se suivent, ne se ressemblent pas forcément et il y a la dynamique par contre d'améliorer les choses. Vous avez parlé donc des années du FESPACO. Lorsqu'on s'arrête au 20e anniversaire, c'est là où on a décidé qu'il faut la dimension télé. C'est-à-dire c'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision. Nous sommes en période Covid, vous vous rendez compte que l'on peut organiser un FESPACO avec une déclinaison télévision parce que nous sommes maintenant dans une dynamique où forcément on ne peut pas le faire en présentiel. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Donc ces déclinaisons à partir de 2005, c'est aussi dû à la pression
parce qu'on avait une dizaine de pays sur une cinquantaine de pays africains qui arrivaient. Nous avons eu de plus en plus une quarantaine de pays. On a toute une dynamique et je pense que la conjonction de toutes ces dynamiques-là ont commandé que l'on ait un regard plus ouvert. Et je pense que c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien, Stanislas Meda, que finalement on est permis à d'autres réalisateurs, à d'autres personnes, à d'autres films d'avoir des prix autres que les Talons d'Or de Yenega. Oui, il a dit. Je crois que quand Pierre de Coubertin fait créer la première compétition dans le monde, olympique, et il a bien signifié que ce n'était pas une question c'est pas une question de rivalité, c'est juste un jeu et aussi cette possibilité de coopération, faciliter la coopération entre les peuples. Alors donc de mettre en place 3 étalons donc d'or, d'argent et de bronze était une façon d'ouvrir aussi, de donner la possibilité à différents réalisateurs de s'exprimer et de se faire reconnaître. Je pense que c'est aussi ça la reconnaissance. Mais au-delà même du réalisateur en tant que tel, il y a toute l'équipe, tous les techniciens et aussi les comédiens. Et ensuite, il y a le pays. Je pense que c'est déjà ça qui est très important, que d'ouvrir le FESPACO à 3 étalons. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé par rapport à la question de quel film aimer et pourquoi. Justement, ça revient à la même chose parce que un jury, même à un moment, est confronté à ces difficultés-là. Lequel des films faut-il choisir? Alors que l'ensemble des films que l'on fait, chaque film est unique en son genre. Et c'est pour ça que j'allais dire que chaque étalon est unique en son genre. Donc il y a cette diversité culturelle que l'on va remarquer quand on prend les films d'Afrique du Nord. Ça, il y a un grand plaisir que l'on peut en tirer. Et quand on prend les films d'Afrique subsaharienne, c'est également la même chose, francophone ou anglophone d'ailleurs. Oui. Vous voyez tout ce que ça apporte. Et quand Apolline l'a dit tout à l'heure, la lenteur que l'on sent, la vitesse même dans le film, on le ressent en fonction donc du pays et de la culture d'où vient le film en fait, dont est originaire le film. Je crois que c'est cette unicité qui favorise la diversité culturelle que l'on prône à travers ces expressions-là qui est intéressante en fait. Et bien entendu, on a aussi le regard de ces réalisateurs sur ce qui se passe au moment donné. L'actualité socio-politique, économique, culturelle peut également influencer ou conduire ou guider le choix d'aborder telle ou telle autre thématique, Apolline Traoré. Oui et non. Hein. Je pense que chaque festival essaie en tout cas de donner un certain thème à chaque édition. Et puis après, c'est la sensibilité du jury. Vous savez, un film peut vraiment cadrer dans le thème du festival par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas dans la période où le festival est en train de se passer, et puis techniquement, ça ne va pas. Et il n'aura pas les talons. Donc, oui. Je ne fais pas la relation avec les talons. Non, pas du tout. Je dis qu'on a de la production qui est également influencée par le ressenti de chacun par rapport à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en Afrique, sur le continent. Quand on prend le dernier étalon, il parle d'une réalité qui est propre au Rwanda et à beaucoup de pays de la région et qui frappe toute la communauté africaine, voire au-delà. Oui. En effet, vous savez l'histoire du cinéma africain et lorsqu'on regarde et qu'on essaie de faire une étude assez pointue, on peut dire que les années 50 aux années 60, c'était la même dynamique, les indépendances. Et à partir des années 60 à 70-80, c'est un cinéma particulier qui est axé quelquefois sur l'anti-impérialisme. Et lorsque l'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le monde contemporain, les réalisateurs contemporains, je me souviens encore de L'œil vert d'Idrissa Ouedraogo et d'autres, on se rend compte qu'ils parlent de ce que vivent leur peuple, de ce qu'ils vivent
comme on dit, dans un contexte d'actualité. Et je crois que de ce point de vue, on ne se pose même plus la question, lorsqu'un film va au FESPACO, de quelle époque le film parle, est-il un cinéma de combat ou pas? Vous vous souvenez de la charte d'Alger du cinéaste africain, où on parlait de cinéma qui libère, où on parlait de cinéma anti-impérialiste, où quelquefois on disait que le cinéma doit être à but uniquement éducatif. Je crois qu'on a dépassé tout ça. On a rattrapé, pour moi, la dimension factuelle des choses et on vit et on fait des films avec son temps. Et je crois que le mix dont Apolline a parlé tout à l'heure, la vitesse, mais aussi le rythme du conte, c'est autant de choses qui marquent et qui doivent nous permettre d'être un cinéma particulier, un cinéma qui a une autre dimension que ce que nous voyons tous les jours et on ne peut que mieux se porter. Faire du cinéma avec son temps, c'est ce que fait Apolline Traoré. En Frontières, c'est une réalité qui transcende même le temps. C'est une réalité qui est présente tout le temps et qu'on vit au quotidien. Rapidement, les talons d'or de Yenega est également allé ces dernières années à Teza de Haïlé Guérima. C'est un Éthiopien. C'était en 2009. Ensuite, Pégase de Mohamed Mouftakir du Maroc en 2011. Tei de Alain Gomis du Sénégal en 2013, Fièvre de Hicham Ayouch du Maroc, c'était en 2015, Félicité de Alain Gomis à nouveau du Sénégal en 2017, et enfin The Jungle of de Merci de Joël Karekezi du Rwanda en 2019. Alors Stanislas Beda, le regard que vous avez porté donc sur les étalons de Yenega de 1972 à 2005 est-il le même que celui qu'on devrait porter ou que vous portez sur les films primés ces dernières années? Je dirais que c'est une cinématographie qui évolue, et j'allais dire même qui évolue très rapidement, avec ces technologies du numérique qui sont venues ajouter un plus, j'allais dire. Et donc, ça fait que c'est une cinématographie qui de plus en plus tend vers l'industrialisation. Alors, je notais par exemple que quand les équipes vont de plus en plus se professionnaliser ou se professionnalisent et ont une meilleure appréhension des différents effets, par exemple, qui n'étaient pas à notre portée. Aujourd'hui, ces différents effets, on peut les réaliser sur place, et pourvu qu'on ait un minimum d'équipement pour cela, je pense que ça existe au niveau continental. Alors donc, c'est une cinématographie qui est en train de mûrir et donc de prendre en fait ses lettres de noblesse. Donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut étudier les 7 dernières décennies, dont des films, enfin ces 10 derniers étalons de Yenega, que j'ai vu et que j'apprécie beaucoup. J'espère pouvoir faire un travail complémentaire là-dessus. Complémentaire là-dessus. FESPACO et Talon d'or de Yenega. Tout de même, il y a des pays qui ont, est-ce qu'on dirait, qui sont plus chanceux que d'autres. Au palmarès, le Maroc détient le record avec 4 trophées. Le Mali suit avec 3 trophées. Plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Sénégal, ont remporté le prestigieux trophée à 2 reprises. Ça veut dire qu'ensuite, il y a 9 ou une dizaine de pays qui ont eu le trophée donc, une fois de suite. On a donc... c'est quand même une compétition et que comme à la CAN, on dira il est quadruple vainqueur, quadruple où il a remporté le trophée à 3 reprises. Donc ça aussi, c'est une dimension à étudier pour regarder à ces films et à ces pays, qu'est-ce qui fait que ça marche peut-être, Philippe Savadogo. Eh bien, en prenant le cas d'Alain Gomis qui a eu deux fois les talons et comme on dit, de manière successive. Et on peut aussi se rendre compte que derrière, il y a une grosse artillerie. Et comme on l'a dit, si le cinéma est un art, c'est aussi une industrie. Et chaque fois
que les responsables des pays, les gens qui ont réfléchi sur le cinéma mettent de l'argent et poussent les créateurs, on a de bons résultats. Et je crois que ce soit le Sénégal qui a d'ailleurs imité le Burkina avec le fonds de production cinématographique. Apparemment, il a imité le Burkina en faisant mieux que le Burkina. Voilà, mais il faut faire toujours mieux. Je pense que les Burkinabés sont assez fair play et savent aussi que le FESPACO, c'est une grosse machine et que quand les gens viennent, ils se préparent. Et quelquefois, d'ailleurs, en étant la capitale donc, du FESPACO, du cinéma africain, on se rend compte que quelquefois, ça aide aussi nos créateurs à avoir ce qu'on appelle des soutiens. Donc, de ce point de vue, il faut pérenniser peut-être la dynamique de l'industrie cinématographique en regardant au final la production. Et je suis sûr qu'on va continuer de rêver. Mais je ne rougis vraiment pas parce que le Burkina a eu que 2 étalons. Je me réjouis que l'Afrique soit maintenant présente sur la planète et que des femmes font des films et qu'il y a des cinéastes derrière et devant la caméra, des comédiens, je veux dire. Et c'est ce qui est important parce que pendant longtemps, l'Afrique était filmée, comme disait Samben Ousmane, comme des insectes. Les Africains étaient filmés comme des insectes parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de la caméra. Donc, de ce point de vue, c'est une expression nouvelle, c'est des dynamiques et je crois que le 21e siècle, c'est le siècle de tous les défis technologiques et que de ce point de vue, le cinéma burkinabé va continuer d'avancer, mais le cinéma africain va effectivement évoluer positivement et chaque fois les Burkinabés auront 40 films face à eux ou 54 Afrique face à eux. Face à eux. Alors, Philippe Sardougou a soulevé une question importante tout à l'heure, celle du financement et de ce fameux fonds qui fait beaucoup de bruit. Apolline Traoré, est-ce que cette question de financement et ce problème lié au fonds ne doit-il pas être donc rapidement réglé pour booster davantage l'industrie cinématographique que nous souhaitons pour le Burkina? Mais bien sûr, je pense que c'est crucial. C'est crucial pour que nous passons de cette étape individualiste à une industrie vraiment structurée. C'est vrai qu'on entend souvent dire que oui, la priorité n'est peut-être pas l'art ou la priorité n'est pas le cinéma, à mettre autant d'argent dans ce cinéma-là. Mais il faut que les gens comprennent aussi que nous transportons notre culture hors de nos frontières et que nous sommes en part entière un métier qui construit aussi le pays et qui produit surtout des emplois. Donc, le financement est devenu un très, très, très gros problème. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, il y a 2 ans, que le gouvernement a enfin donné quelque chose de consistant. 1 milliard de francs CFA. Oui, c'est quand même consistant. Pour combien de films? Mais en fait, finalement, il y a eu une répartition qui a fait jaser aussi. Bah oui, bien sûr que ça va faire jaser. Apolline Traoré a bénéficié de ce fonds. Oui, j'ai bénéficié. Je me suis battue comme tous les autres cinéastes en déposant mon dossier et puis j'ai été sélectionnée. Et puis point final. C'est comme quand je vais au FESPACO, on me sélectionne pas, point final. Donc c'est une bataille et il faut batailler, il faut travailler, il faut faire le maximum qu'on peut pour être sélectionné. Et je pense que voilà, ça a été fait une fois. On n'a pas encore une vision claire si ça va encore se faire une 2e fois ou une 3e fois. Mais une chose est claire, il nous faut un fonds assez consistant, costaud, qui est là et qui est surtout aussi, je pense que l'important, c'est qu'il faut que nous, cinéastes, on nous mette en contribution. C'est-à-dire, pour avoir cette industrie, vous savez, on nous donne des millions de francs CFA pour faire nos films et après, on ne nous demande rien d'autre. On ne demande... Il faut du suivi. Il faut du suivi, mais il faut aussi... Du contrôle. Non, c'est même pas du contrôle, en fait. Il faut que ça génère de l'argent. Voilà, ça génère de l'argent. Si on me donne 500 millions et que je fais des sorties et que j'ai un revenu sur ces sorties-là, je pense que s'il y a un fonds et qui suit tout ça et que cet argent, en tout cas,
une certaine partie de cet argent soit reversé dans ce fonds va continuer à être alimenté. De le faire fonctionner. Voilà, mais maintenant, si on nous donne de l'argent et puis on fait ce qu'on veut et puis ça marche pas, la vie continue. Donc il faut corriger tout ça, d'autant que ce fonds, il est destiné à la culture en général et pas spécifiquement au cinéma. Mais alors que... excusez-moi, mais je pense que ça aussi c'est un gros problème parce que je pense que, étant donné que nous avons une direction du cinéma, il nous faut un fonds spécialement pour le cinéma. Et il ne faut pas que ça soit un fourre-tout, que ce soit tout ce qui est culturel et qu'on doit vraiment cadrer le cinéma. On a une direction du cinéma, on a le FESPACO et on devrait avoir un fonds spécifique pour le cinéma. D'autant que depuis plusieurs années, même des décennies, il y a un arrêté à ce sujet par rapport au cinéma et on attend toujours décret d'application. Stanislas Meda. Oui, le fonds pour la promotion et l'extension du cinéma au Burkina, c'est un fonds qui a existé, qui a permis que des films, déjà même que la cinématographie burkinabé puisse exister, parlant du CNC, où je pense que ça a également participé à la mise en place du FESPACO, et aussi différents films. Sauf que, comme Apolline le dit, les dévanciers ont utilisé ces fonds, mais qui n'a pas été renfloué ultérieurement. Vous savez qu'il y a plusieurs taxes qui ont contribué à créer ce fonds-là, donc alimenter ce fonds. Et normalement, les personnes qui ont fait des films, c'est vrai qu'on n'avait pas en son temps cet esprit d'industrialisation. Beaucoup disaient, mais le cinéma, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est pour éduquer. Oui. Donc, dans ce sens-là, on ne pouvait pas attendre forcément quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une logique où le cinéma doit se bâtir sur une base claire. Vous savez que l'Union africaine essaie de mettre en place un fonds africain du cinéma et de l'audiovisuel. Et d'ailleurs, c'est le président du FASO qui est le porte-parole du cinéma, enfin des cinéastes, par rapport à la mise en place de ce fonds-là. Alors donc, je crois que c'est tout le monde, toute l'Afrique ou tous les États africains sont conscients du fait que sans financement, on ne peut pas réaliser quelque chose de tout à fait viable. Et c'est d'ailleurs même pour ça d'ailleurs que quand on prend par exemple certains pays qui se sont illustrés comme des pays de bons élèves en matière de création de fonds, et ils ont doté leur cinématographie de 2 milliards. Et c'est pour ça que le Sénégal ouais, qui a été le premier pays à avoir réalisé un film qui n'ont jamais eu d'étalon de Sénégal jusqu'aux dernières années où ils ont fait le film. Oui. Vous voyez comment, avec le soutien de cause à effet, comment un cinéma comme celui du Sénégal donc, est parvenu à quelque chose de tout à fait intéressant. Et mieux, il faut aussi considérer peut-être pas forcément le nombre d'étalons par pays, mais l'émergence des nouvelles cinématographies. Quand on prend par exemple le Rwanda, alors on sait aussi quel est le travail qui a été fait pour que ce film puisse émerger, pour que le cinéma rwandais puisse émerger. Je pense que c'est à partir de ce soutien-là est important. Maintenant, comment gérer le fonds destiné à la cinématographie, c'est aux politiques à décider. Bon, le ministère des Finances gère plusieurs budgets. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, tout dépend de qu'est-ce qu'on réserve à tel secteur, qu'est-ce qu'on réserve à tel autre secteur, et qu'on ne peut pas dire que tous les secteurs s'égalent. Le secteur du livre a besoin d'argent, le secteur du théâtre a besoin d'argent, les arts plastiques ils ont besoin d'argent, le cinéma a besoin d'argent. Alors, donc, en fonction du niveau d'industrialisation et de ce que l'on recherche par rapport à la vision que l'on veut mettre en place, il me semble que c'est à ce niveau-là qu'il faut véritablement travailler pour qu'on ait suffisamment de moyens et en tenant compte des politiques que l'on est en train de mettre en place au niveau africain pour que ce cinéma-là puisse aller de l'avant. Je pense, et de manière générale, les différents aspects des arts et de la culture en Afrique, pour qu'on puisse aller de l'avant. Autrement dit, on va se faire des bagarres inutiles, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. En tout cas, il y a du travail, il y a encore beaucoup de travail. Il faudra
clarifier toutes ces positions, mettre en place les outils, les moyens nécessaires pour qu'on avance là-dessus. On ne fait pas de comptabilité, mais tout de même, il est bon de signaler que le Niger, qui a remporté l'étalon la toute première fois, en 1972, est resté absent du palmarès depuis cette date. Quant au Burkina, nous sommes au Burkina, nous souhaitons qu'il y ait l'étalon à nouveau. Alors, il court derrière le trophée depuis 1997 et le sacre de Gaston Kaboré qui a offert son deuxième titre au pays organisateur du FESPACO. On est pays organisateur, non? Quand on organise une compétition, c'est pour la gagner, n'est-ce pas? Après le triomphe de Idrissa Ouedraogo en 1991. Pour l'heure, c'est le Rwandais Joël Karekezi qui tient la corde, qui est le lauréat de la dernière édition, jusque-là reporté pour cause de coronavirus. En 30 secondes, la 27e édition s'inscrit dans une dynamique nouvelle avec de nouvelles perspectives en espérant qu'elle puisse se tenir, Philippe Savadogo. En 2 mots. Eh bien, si le FESPACO ne se tient pas cette année à cause du coronavirus, pensons à l'année prochaine, pensons dans 2 ans, dans 5 ans, si ça persiste, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que nous devons poursuivre les réflexions, redonner une nouvelle dimension à notre festival et avec des alternatives. Malheureusement, le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Nous ne pourrons pas poursuivre. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show qui sanctionne aussi cette série que j'ai eu le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter. Merci à mes invités du jour qui l'ont éclairé de leur regard et de leurs sentiments. Apolline Traoré, réalisatrice, productrice, directrice de Les Films Selmon. Merci d'avoir donné vos éclairages. Merci. Stanislas Médard, réalisateur, enseignant-chercheur, ancien secrétaire général du ministère de la Culture. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis merci à Philippe Savadogo, ancien délégué général du FESPACO. Merci. Merci également à toutes les équipes, rédaction, technique, montage, production et programmation de Burkina Info pour leur dévouement. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention.